la RN6 jusqu'à quasiment mandat. Toute cette partie qui demande à traiter est en train d'être faite. En matière de route, toujours, nous avons le sud Dialokoto-Mako, nous avons Linger-Matam. Des résultats ont également été enregistrés dans d'autres secteurs comme l'économie, l'éducation et la gestion des ressources. Résultats qui viennent renforcer la vision du chef de l'État et la coalition qui l'a accompagné jusqu'ici. L'ensemble des cadres d'abord notre parti et ensuite les cadres de Benno Bokk Yakaar à venir partager avec nous, échanger avec nous sur les réalisations et les perspectives d'ici 2017 quant aux réalisations du président de la République et quant à l'avenir de notre économie vers le plan Sénégal émergent. Pour moi, de rendre un hommage ici à l'ensemble des Sénégalais qui se sont battus corps et âme. Je veux citer tous ceux qui étaient du mouvement M23. Mais nous avons été accompagnés également par nos alliés de Benno Bokk Yakaar. Et évidemment, cette victoire, c'est également leur victoire. Le Premier ministre a tenu à mettre l'accent sur l'importance d'une justice indépendante. Aminata Touré a aussi invité ses camarades de parti à serrer les rangs et à se pencher sur l'avenir. Ces procès en cours, qu'ils aillent jusqu'à leur terme. Qu'ils aillent jusqu'à leur terme. Et c'est justement nous les cadres de la pouvoir. Puisque le président de la République a pris cette décision politique courageuse. On aurait pu fasse les comptes, on remet les compteurs. Mais il s'est engagé dans un chemin qui est extrêmement difficile. Parce que vous pouvez bien imaginer toutes les pressions qui peuvent s'exercer contre lui. Justement, de constituer son bouclier et de pouvoir répondre instantanément, de manière organisée, connaître l'ensemble des dossiers, aller au fond et pouvoir justement faire face. Et je crois que c'est ce que les citoyens attendent de nous. Nous devons encore gagner plus de confiance, de conscience aussi. Nous devons, dans la sobriété, dans la responsabilité, dans l'humilité, travailler pour encore mériter la confiance des Sénégalais. C'est ce que le président nous a demandé, ce que nous devons faire, malgré tout ce que nous venons de réaliser. L'action du président s'inscrit sous le signe d'une gouvernance sobre et une croissance pour l'émergence. La convergence des cadres républicains compte appuyer encore ces démarches. Le plan Sénégal émergent cherche l'adhésion de la jeunesse sénégalaise dans son ensemble. Une séance d'explication sur les principaux axes du PSE a été initiée par la convergence des jeunesses républicaines à l'endroit des jeunes. La rencontre placée sous le thème « Place et rôle des jeunes dans le plan Sénégal émergent » a enregistré la présence du directeur de l'APIX et de nombreux parlementaires de la coalition au pouvoir. Code Hussein. Les jeunes entendent jouer pleinement leur rôle dans le déroulement du plan Sénégal émergent. Pour ce faire, ils demandent à être associés dans le dispositif opérationnel du PSE. Que les jeunes doivent travailler à s'approprier le plan Sénégal émergent. Une appropriation intellectuelle, parce que c'est un document qu'il faut lire, qu'il faut comprendre, dans la mise en œuvre, qu'on puisse avoir les jeunes dans le dispositif opérationnel du plan Sénégal émergent. Il y a des jeunes qui ont un background, qui ont une formation pour occuper des postes et des responsabilités. Je pense que le président Macky Sall doit compter sur ces jeunes pour que le plan Sénégal émergent soit un succès. La requête a été bien entendue et elle a bénéficié d'une réponse favorable. Inévitablement, les jeunes seront intégrés parce que quand vous avez vu aujourd'hui les jeunes, ceux qui ont fait les exposés, il n'y a que des jeunes formés et bien formés qui sont en train de travailler à être intégrés pour la mise en œuvre du PSE. Nous qui sommes des jeunes politiques, certes, mais nous travaillons à être partie intégrante pour la mise en œuvre du PSE. Entre autres objectifs, le plan Sénégal émergent ambitionne de régler le principal problème des jeunes, le chômage. En effet, il est prévu la création de 100 000 à 150 000 emplois par an.
Recrudescence de la violence en Centrafrique, braquages, menaces et autres exactions. Les groupes armés n'hésitent guère à semer le chaos à Bangui comme ailleurs dans le pays. L'armée tchadienne tente, tant soit peu, de sauver les meubles. Blessé par balle en plein abdomen, cet homme a besoin de soins rapidement. Il se trouve à Mbaïki, à 3 heures de route de la capitale centrafricaine. Une équipe du Comité international de la Croix-Rouge le transfère à Bangui. Sur le trajet, le risque est grand de croiser des groupes armés, milices chrétiennes anti-Balaka, ex-rebelles de la Séléka ou bandits, qui n'hésitent pas à menacer et braquer. On a été menacé par des hommes armés qui voulaient à tout prix monter dans le véhicule et qu'on les amène dans la direction voulue par eux. Et nous, le temps d'expliquer notre mission, ils étaient mécontents et ils nous ont menacés avec la machette et le fusil. Ces groupes armés sèment le chaos à Bangui comme ailleurs. Dans le nord-est du pays, c'est la présence de membres de la Séléka qui est source de tensions. À Kagabandoro, Mariam Sambia a vu sa maison complètement pillée. Elle vit désormais dans un abri temporaire. Mon quartier a été pillé. Les portes ont été cassées, les lits, les ustensiles de cuisine et même le petit bétail. Ils ont tout pris. Des maisons ont été brûlées. Les hôpitaux de Bangui reçoivent quotidiennement des personnes blessées lors de combats. Depuis plusieurs jours, les violences ont redoublé d'intensité dans la capitale. Ce samedi, l'armée tchadienne est arrivée à Bangui pour escorter les convois de musulmans qui veulent fuir le pays, provoquant la colère des anti-Balaka. Les soldats, en ripostant, ont tué au moins 8 personnes et fait plusieurs blessés. 45 jeunes, 45 départements avec plusieurs milliers de jeunes en formation au CEDEPS de Thiès depuis près d'une semaine. Un stage destiné à les former aux valeurs civiques et citoyennes organisé par le service civique national. À leur sortie, ils travailleront comme bénévoles dans les différents services du ministère de la Jeunesse. René Massigadjouf. Les journées sont parfois studieuses dans les lieux d'apprentissage du service civique national. Les pensionnaires ont droit à un programme qui allie théorie et pratique. Pour l'essentiel, tout est centré autour de la promotion des valeurs civiques, un lieu d'éclosion d'une jeunesse imbue de cette culture de respect des symboles et de la dignité républicaine, une pépinière de futurs messagers pour la promotion de ces valeurs. Ils proviennent de 45 départements du Sénégal. La formation donc comprend 3 modules. Les futurs volontaires sont pour ce 14e contingent au nombre de 80, dont 33 filles. Ils sont du programme 3e VASE, volontaires d'appui à l'animation socio-éducative. Aujourd'hui, c'est cours de connaissances pratiques. Le formateur leur transmet tous les outils techniques qui leur sont indispensables. En général, l'accent est mis sur la formation morale ou éducative à la citoyenneté dans une perspective relationnelle à la prévention. L'expliquer et la justifier. C'est des jeunes que nous avons recrutés à travers l'ensemble du territoire national et qui devront travailler dans nos services nationaux, pas pour remplacer des agents, mais pour venir en appui. Et l'activité que nous menons aujourd'hui, c'est une formation pour les améliorer et leur fournir également des outils qui leur permettront d'être performants une fois sur le terrain et de bien faire le travail auquel ils seront exposés. Les apprenants bouclent juste un peu plus d'une semaine de formation qui doit en durer 2, une période pendant laquelle ils subissent également les rigueurs de la vie militaire. Le caporal en charge des durs exercices matinaux nous fait visiter quelques dortoirs. On l'appelle le gradé de contact. Il dort avec les pensionnaires et se charge de leur réveil. Ce sont des civils, parfois c'est très difficile. Ils ne sont pas habitués à se réveiller à cette heure. Puis aussi, c'est difficile au niveau du rassemblement, puis ça ressemble correctement aussi. Oui. Mais d'habitude, la compréhension, elle est homogène. Oui, c'est ça. On ne les fait pas ce qu'on fait les militaires. C'est tout juste pour changer leur habitude. Mais ce qu'on fait aux militaires, là, d'habitude, on ne le fait pas. On leur fait tout juste un changement de comportement. Parce que ce qu'on fait à ce caporal-là qui est 12 mètres, on n'ose pas leur faire ça. L'application de cette rigueur militaire vise à les rendre beaucoup plus endurants. Des tours réguliers et ambiancés comme dans les casernes fortifient cet état d'esprit. Une véritable fabrique de mode de vie utile à la nation. Dans la vie active, on vous demande d'être discipliné. Et aujourd'hui, les militaires nous donnent la possibilité d'être disciplinés. Parce qu'en fait, la société a besoin de jeunes disciplinés qui comprennent la discipline et qui va servir à travers la discipline. Avant, je servais, mais maintenant, je serai servir de plus. Parce qu'il nous a inculpé des valeurs
que nous n'avons pas avant de venir ici. Notre objectif de la mission, qui est de préparer les citoyens aux valeurs républicaines, dotés d'un sens de responsabilité élevé, engagé dans la construction de la nation, je crois que ça va être atteint de ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc, à travers le ministère de la Jeunesse, l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques, a organisé ce stage à travers le service civique. C'est, disons, pour la promotion du développement socio-économique des jeunes. La sortie de ces futurs volontaires est prévue le 2 avril prochain. Le 4, ils seront du défilé marquant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Après 15 jours de formation aux valeurs civiques, ils seront volontaires dans les structures du ministère de la Jeunesse pour une période de 2 ans. 80 jeunes des 45 départements du Sénégal en formation aux valeurs civiques et citoyennes à Thiès, en avant-goût, avant le 4 avril. Voilà plus de 20 ans que la préfecture de Mbane est logée hors du chef-lieu d'arrondissement, à Diaglé d'abord, ensuite à Richard Toll, à une trentaine de kilomètres de Mbane. Une situation paradoxale qui n'a pas manqué de causer des préjudices aux populations qui se demandent encore pourquoi la préfecture ne peut être basée à Mbane. Nous ouvrons notre série de reportages sur le Waalo avec Maman Moussagnan. Quand on habite Mbane et ses environs, il faut parcourir les routes et pistes sur une distance de 25 km chaque jour pour trouver le sous-préfet de l'arrondissement et régler certaines formalités administratives. L'autorité réside en effet à Richard Toll, dans la cité ouvrière, loin de ses bases. Ici, il occupe les anciens locaux de l'ISRA, dans la périphérie de la commune. Chaque matin, les populations quittent Mbane et la centaine d'autres villages pour venir jusqu'à Richard Toll le rencontrer. À la question de savoir pourquoi la sous-préfecture est basée encore à Richard Toll, Oumar Dia fait appel à l'histoire. Ça résulterait d'une mésentente entre le chef religieux administrative lors d'une visite d'un ministre de l'Intérieur à l'époque. Ce dernier avait décidé de transférer la sous-préfecture. Cela fait en tout cas plus de 20 ans que Mbane réclame une cohabitation avec sa sous-préfecture. Les demandes administratives, les nombreuses sollicitations des chefs de village n'ont rien donné. Moi-même, tous les jours, je suis obligé de quitter Mbane pour aller jusqu'à Richard Toll pour régler certains dossiers. Moi, je pense que c'est ça aussi. Il faudrait que l'administration soit davantage, beaucoup plus proche des populations. Certains Waalo soutiennent encore que l'éloignement de la sous-préfecture serait lié à des questions mystiques. Oui, c'est ce qu'on dit. Peut-être tout ça, c'est de l'histoire. Mais toujours est-il que nous sommes aujourd'hui ici à Richard Toll et nous exerçons pleinement nos missions. Le jour où l'autorité décidera qu'on doit aller à Mbane, nous ne passerons pas la nuit ici à Richard Toll. Pour l'heure, le sous-préfet attend une décision administrative qui transfère ses locaux, d'autant plus, dit-il, que ce n'est pas la seule sous-préfecture loin de ses terres d'intervention. Selon lui, le ministère de l'Intérieur a déjà recensé les localités confrontées à cette situation pour ensuite les délocaliser. Attendons de voir. Et puis, le vol du bétail est un véritable phénomène, un phénomène qui se répète dans le Ferlo avec la paupérisation des éleveurs. Pour lutter contre ce fléau qui gangrène l'élevage, le contrôle reste aujourd'hui le seul moyen en attendant le programme de marquage du cheptel. Vous allez le voir dans ce reportage à Keur-Bomarsar avec Moussa Mané. Secteur important dans l'économie nationale, l'élevage est confronté depuis quelques décennies à un fléau. Le vol du bétail. Autour du lac de Guerre, le phénomène a atteint un niveau inquiétant. Les éleveurs sont sur le qui-vive. Quand quelqu'un perd son troupeau, il demande aux autres éleveurs s'ils ne l'ont pas vu. Et si quelqu'un s'aventure à lui filer une information et que le troupeau n'est pas retrouvé, ce dernier devient suspect. Des fois, les gens demandent même de l'argent, mais dans beaucoup de cas, ce sont des accusations gratuites qui causent du tort à beaucoup de personnes.
Le vol du bétail est surtout favorisé par la transhumance à la recherche de pâturage et de l'eau. Durant la saison sèche, ce sont des milliers de bêtes qui convergent vers le lac de Guerre, d'où le renforcement des mesures sécuritaires. Pour nous conduire à amener par exemple le berger ici, avec son troupeau, essayer de voir, de faire une petite enquête. Cette enquête, on peut la mener chez le chef de village, chez le président de la communauté rurale, pour voir si la personne est connue dans la localité, si elle est de bonne foi. Maintenant, si on se rend compte que la personne est connue et de bonne foi, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une personne qui est inconnue dans la localité, là également, on est obligé de prendre le bétail, de le confier à la fourrière, en attendant maintenant de déterminer l'origine. En cas de vol, le contrevenant est déféré, le troupeau confié au chef du village et les recherches continuent pour trouver le propriétaire. Toutefois, pour mieux lutter contre le fléau, le marquage du troupeau reste un moyen efficace. Il n'y a qu'une agence chargée de l'assurance bétail qui se charge du marquage. Mais à l'heure actuelle, on attend un programme chargé du marquage du bétail des animaux au niveau du Sénégal. Le vol du bétail inquiète les plus hautes autorités. C'est ainsi qu'une cellule est mise en place par la tutelle. De quoi susciter l'espoir chez les éleveurs du Ferlo. Au Wallo, il y a beaucoup d'adeptes et de pratiquants de divers sports. De nombreuses disciplines sont représentées, mais les résultats ne suivent pas du tout. Excepté Assur, en football, les clubs du Wallo ne jouent pas les premiers rôles sur le plan national. Cher Traoré nous fait le constat. Terre d'agriculture, le Wallo est aussi une zone de sport. Beaucoup de personnes s'adonnent à l'activité sportive dans presque toutes les disciplines. Au départ, il n'y avait que le football et le naïtan. Mais maintenant, il y a une certaine pluridisciplinarité. On ne subit plus la tyrannie du football. Hein. Donc les autres disciplines sont là. Ils se battent vraiment pour qu'ils puissent au moins aller de l'avant. Hein. Donc pour cela, il y a le basket qui est là, le handball, la lutte, les courses hippiques, le canoë-kayak, les arts martiaux. Hein. Voilà quoi, en gros, et l'athlétisme. Mais dans le Wallo, le constat est unanime. Le sport local ne brille pas sur le plan national. À l'exception notable de l'Assur, club de foot créé par la compagnie sucrière sénégalaise, les sportifs de la région jouent les seconds rôles. Le constat et l'avis de tout le monde ici, de tous les anciens joueurs, c'est parce qu'on manque d'organisation. Au niveau de ce département, il ne reste que l'organisation. Les ressources humaines existent, le potentiel est là, mais encore une fois, on n'est pas très bien organisé. Les sportifs locaux sont obligés de revoir leurs ambitions à la baisse car les moyens ne suivent pas, tout comme les infrastructures. Ce terrain en état de dégradation très avancé est celui du club de handball de Dagana, un club dont les équipes féminines et masculines étaient à Dakar lors de notre passage pour le tournoi de montée en D1. Il y a un potentiel extraordinaire qui est là, hein, qu'il faut exploiter. Donc si on met, disons, on mutualise nos forces, on mutualise nos moyens et avec la nouvelle politique sportive, un accompagnement des collectivités locales, je dis que c'est bien possible. Hein, parce que quand vous voyez le physique du Wallo, c'est quelqu'un qui est apte à pouvoir faire toutes les activités. Hein. L'espoir du Wallo réside maintenant dans la politique d'infrastructure initiée par le gouvernement du Sénégal. C'est une première étape pour permettre aux sportifs locaux de gagner en performance avant d'espérer s'imposer sur le plan national. S'il y a une discipline qui fait la fierté de tout le Wallo, c'est bien la lutte, une tradition. Plusieurs champions de lutte avec frappe sont originaires de cette zone. C'est le cas de Souleymane Diao. Après 27 ans de carrière, l'ancien champion vit une retraite dans le village de Thiago. Découvrons tout cela avec Laïve Diop. Dans le village de Thiago, le vieux Souleymane Diao ne passe pas inaperçu. À 74 ans, il fait partie de ceux qui ont donné à la lutte sénégalaise ses lettres de noblesse. 27 ans, 60, 87, 27 ans. J'ai fait 27 ans de carrière, j'ai lutté de 1960 à 1987. J'ai eu 78 victoires, 23 défaites et 20 matchs nuls. La passion de Souleymane Diao pour la lutte remonte à sa tendre enfance. Venu à Thiago à l'âge de 13 ans, le natif de Carlo a vite fait le vide autour de lui. Richard Toll, Ndombo, Dagana puis Saint-Louis enregistrent ses premières victoires dans l'arène. Ensuite, cap sur
Dieu a fait que je réunissais toutes les qualités d'un grand lutteur. J'étais puissant, je savais lutter et j'avais de bons marabouts. Mais la principale marque de fabrique de Souleymane Diaw, c'était les savoureux bacs qui accompagnaient ses sorties. Aujourd'hui encore, les démonstrations du champion peuvent faire bouger plus d'un. À la retraite depuis 27 ans, Souleymane Diaw ne regrette pas d'avoir choisi la lutte comme carrière. Elle lui a donné renommée et prospérité. Je n'avais que la lutte comme activité et cela m'a permis de vivre décemment. Je ne gaspillais pas l'argent que je gagnais. J'ai pu construire cette maison et entretenir ma famille. J'ai fait beaucoup d'autres investissements grâce à mes revenus de la lutte. Ce cheval en est un symbole. Au cours de ma carrière, j'ai pu acheter et revendre plus de 200 chevaux. Et jusqu'à présent, j'ai des troupeaux de moutons et de chèvres. Parallèlement à l'arène, Souleymane Diaw est aussi entré dans un terrain tout aussi glissant, la politique. Mais là aussi, son palmarès n'est pas négligeable. J'ai pu obtenir 3 mandats pour lesquels j'ai été le président de la commission domaniale de la communauté rurale de Mbane. Durant tout ce temps, j'ai supervisé les attributions de terrain. Tout s'est passé dans les règles de l'art. Personnellement, je n'ai qu'un champ de 4 hectares et je l'ai obtenu bien avant d'être conseiller. Éloigné des arènes, Souleymane Diaw aime se remémorer sa riche carrière et cultiver son champ. Mais il ne manque pas d'avis sur les performances mi-figue, mi-raisin de l'écurie Walo. Le problème de l'écurie Walo, c'est que les lutteurs sont toujours sur la défensive. Ils n'attaquent pas, c'est tout le contraire de l'école de lutte Balla Gaye, dont les lutteurs passent toujours à l'offensive. Ils sont à l'image de Balla Gaye, le fondateur de cette école. Souleymane Diaw rêve d'avoir dans sa famille un champion de sa trempe. Dans la cour de sa maison, il est souvent l'arbitre d'âpres combats entre ses propres fils, pour que les chants de gloire recommencent à résonner à Thiago. Demain, nous poursuivons notre série de reportages dans la vallée du fleuve Sénégal avec des images assez inédites. Nous parlerons de football avec le démarrage hier de la 15e journée de la Ligue 1. L'Union sportive de Ouakam a battu la Linguère de Saint-Louis sur la plus petite des marques. Dans l'autre rencontre, le Giraffe s'est imposé sur la marque de 3-0 face au Stade de Mour. Les matchs se sont joués au stade d'Embodio, Abdoulaziz Ban. C'est en une mi-temps que le Giraffe a résumé cette rencontre face au Stade de Mbour. L'équipe de la Médina, qui a dominé son adversaire, a ouvert le score à la 12e minute grâce à Ibrahima Diop. 5 minutes plus tard, le Giraffe double la mise et c'est encore Ibrahima Diop qui trouve le chemin des filets, son doublé de la soirée. Les coéquipiers de Pape Sirédia déroulent leur jeu face à une équipe mbouroise qui n'a été que l'ombre d'elle-même depuis le début de la partie. Le Giraffe va inscrire un 3e but sur ce contre Cheikh Tidiane Seck comme une faute sur Youssouf Faye. L'arbitre désigne le point de pénalty. Ibrahima Diop le transforme et signe son triplé dans ce match. Je suis très content d'avoir inscrit ces 3 buts. Je le dois à mes coéquipiers qui font tout pour me permettre de marquer. Je voudrais aussi dépasser le cap des 18 buts pour battre le record de Pape Sirédia. Le score en restera là. Le Giraffe gagne par 3-0. En levée de rideau, l'Union sportive de Ouakam s'est imposée face à la Linguère de Saint-Louis. 1-0, score du match. L'unique but de la partie est signé Badara Badji à la 17e minute. On gagne 2 rounds plus, mais il y a les autres qui vont jouer et puis le championnat il est long et ça va être très dur. Des adversaires également qui s'est accroché à sa victoire. Je pense que c'est un match que les garçons ont vraiment bien joué. Malheureusement, on a perdu. Avec ces victoires, l'Union sportive de Ouakam et le Giraffe de Dakar mettent la pression sur l'AS Pikine. Au terme de cette 15e journée, le Giraffe reste leader avec 27 points. Son suivant immédiat, l'AS Pikine, a concédé le nul face au Port, 0-0, et totalise 26 points. Au stade Caroline Faye de Mbour, Torékunda a dominé sur place le Duc 2-1. Et puis à Kolda, le Casa Sport qui prend le dessus sur Diambar 1-0. Football toujours ce dimanche. La 2e confrontation entre les cadets du Sénégal et du Mali à Mour. Les deux équipes
équipe prépare les éliminatoires de la CAN 2015 des moins de 17 ans. Le Mali avait battu le Sénégal lors du premier match à Demba Diop sur le score de 2-0. Et puis toujours une brève sur le championnat d'Afrique de lutte olympique à Tunis. Isabelle Sambou remporte la médaille d'or chez les 51 kilos. Le Sénégal a également remporté 4 autres médailles. Safietou Sambou, 58 kilos. Anta Sambou, 63 kilos, ont remporté l'argent. Naomi Sambou, encore une Sambou, 48 kilos. Et Binta Senghor, cette fois-ci, 60 kilos, sont médaillés en bronze. Nous nous intéressons au Festival international de Scrabble francophone d'Afrique de l'Ouest, le FISFAO. La 3e édition se tient dans notre capitale, Dakar. Les compétitions ont démarré depuis hier. Seul le Niger manque justement à l'appel. La Côte d'Ivoire et le Sénégal affichent leurs ambitions pour le titre de champion du FISFAO Dakar 2014. Pour nous en parler, Daraba. Au commencement du 3e Festival international de Scrabble francophone d'Afrique de l'Ouest, les tout petits, avec la finale du concours de Scrabble scolaire de Dakar. L'ordinateur m'a seulement avancé de 9 points. C'est la première fois que j'ai gagné le tournoi scolaire. Ce trophée aiguise des appétits chez les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, championne en titre, débarque à Dakar avec une équipe complète. L'édition précédente qui a eu lieu à Abidjan, les athlètes ivoiriens se sont bien comportés. Et sur les 27 médailles, 16 médailles ont été glanées par la sélection ivoirienne. Moralement, ils sont prêts, techniquement, ils sont prêts à aborder ce festival et je pense que les résultats seront beaux. Le Sénégal, pays organisateur de cette 3e édition, veut frapper un grand coup. Nos lions scrabbleurs visent une qualification au 43e championnat du monde. Quand on comptabilise au sein de notre équipe nationale 400 anciens champions du monde qui ont joué les premiers rôles dans cette équipe-là et qui restent sur les premiers sur cette liste-là, alors on peut dire qu'on a de réelles chances de remporter tout ce qu'on a mis en jeu. Un défi que veulent relever les fédéraux, heureux d'avoir bouclé le budget du festival. Sur les 8 pays attendus, il y a 7 pays déjà présents. Le budget étant couvert, les conditions étant les meilleures, le championnat peut se dérouler sous de meilleurs auspices. Nous sommes confiants parce que depuis 2 semaines, nous avons mis en regroupement les joueurs et je crois qu'aujourd'hui, ils sont fin prêts. Les épreuves se poursuivent tout au long de la semaine. La journée du 4 avril étant consacrée à une pause avant les finales élites, le Grand Chelem, prévu au soir du 5 avril. Démarrage du Festival des Arts de Casamance et la Foire économique internationale. L'événement regroupe les 3 régions, Sédhiou, Ziguinchor et Kolda. Il se veut un moment d'échange, mais les organisateurs veulent faire de ce festival un tremplin pour l'émergence en Casamance. Bachirba. Ils sont venus des contrées de la Casamance dans leur bagage, les multiples facettes de leur culture. Les artistes participent au Festival des Arts de la Casamance, le premier du genre réunissant les 3 régions méridionales. Il est le premier pas de la longue marche que l'instance interrégionale compte mener avec dynamisme et abnégation vers l'émergence d'une Casamance intégrée dans un Sénégal uni et prospère. Riche de sa diversité culturelle, ethnique et linguistique, la Casamance a aussi son savoir-faire à exposer. La place Aline Sitoé Diatta accueille la Foire économique internationale, une autre preuve de l'harmonie des peuples qui vivent entre Djogé et Gouloumbou. Ici, Diola, Peul, Mandeng, Serer, Mankagne, Manjak, Wolof, Bainouk, Bambara, Cabrian, musulmans, chrétiens, animistes et j'en passe, vivent dans une parfaite harmonie que, hélas, la vicissitude de la vie ont sapé un temps pour soi peu. Avec une contribution de 50 millions de francs CFA, l'apport du président de la République a été décisif. Les autorités locales ont tenu à le remercier et à souhaiter que le FESDAC soit inscrit dans l'agenda culturel national. Le FESDAC FEI peut impacter sur plusieurs secteurs. Il offre également une belle opportunité d'affaires à nos opérateurs économiques, de même qu'il constitue une aubaine pour la relance du tourisme au niveau de la région, parce que c'est vrai,
il faut que nous arrivions à lier culture, tourisme, sport pour faire la promotion de notre belle région. Pendant presque une semaine, des artistes vont se produire, des commerçants exposeront et des hommes d'affaires vont échanger. L'objectif de cet événement est de promouvoir l'émergence de la Casamance. Des images uniques en Casamance. Tout un village pour construire des salles de classe et un pont de fortune sur près d'une centaine de mètres. Voilà l'exemple tant chanté de Diogan, une île pittoresque du Saloum qui séduit ses visiteurs. À Diogan, l'adage plutôt, le slogan est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ibrahim Molong. Un pont, symbole. Anodin en apparence, l'ouvrage revêt une grande importance pour les populations de Diogan. Pour accéder au CM, il faut traverser la mer. La population s'est réunie pour pouvoir construire le pont. Comme on n'avait pas aussi un financement d'un pont, on a mobilisé la population. Ce pont de fortune s'étend sur une distance de près de 300 mètres. Il constitue le trait d'union entre le village et le collège d'enseignement moyen. Dans ce village, l'initiative locale est érigée en règle. Illustration avec ses salles de classe, construites sur fonds propres par les villageois. Pas la communauté rurale, mais le village de Diogan même, les villageois ont cotisé et ont bâti ce CM-là. C'est une très bonne initiative que les populations ont prise dans le cadre de l'initiative des CM de proximité. Parce qu'il faut comprendre aussi que les populations ont très longtemps souffert des déplacements de leurs élèves dans les autres lieux qui ne sont pas les leurs pour étudier. Alors cette initiative est venue à son heure et là les populations se sont investies. Avec une population de plus de 2000 habitants, l'île de Diogan n'est plus que centenaire. Sa naissance remonte à l'éclatement de l'empire du Gabou. D'après les ancêtres, l'île de Diogan a été fondée par Banda Niabo accompagné de Kumba. Et cela date depuis l'éclatement de l'empire du Gabou en Guinée. C'est par la suite que la plupart des îles du Saloum ont été visitées par Banda Niabo avant d'assister à l'arrivée d'autres populations. En toute quiétude, ces femmes s'activent à la transformation des fruits de mer. C'est l'une des principales occupations dans le village. À côté de cette activité, il y a celle relative au fumage. Ces fours consacrés à la production de poissons séchés sont alimentés avec du bois de chauffe. Une situation qui rime avec une importante coupe de la mangrove. Une exploitation abusive aux conséquences dramatiques. Nous avons vu l'avancée de la mer, de la salinité, qui avance de plus en plus sur la terre ferme. De deux, il y a la dégradation progressive de la mangrove. De trois aussi, bon, vous savez que ce sont des zones de frayeur et de reproduction pour les poissons. Et tout ça, bon, ce sont des espèces qui commencent à disparaître. Même l'huître, qui est la principale activité des femmes dans les îles, commence à être menacée par cette activité de coupe de bois. Pour pallier cette situation, l'île de Diogan a bénéficié d'un programme. Il s'agit du plan simple d'aménagement de la mangrove. On est en train d'étudier un projet qui nous permettra d'ici les 30 ans, qui est élaboré sur 30 ans, pour voir l'état de l'évolution de la mangrove. Puisque nous avons eu l'occasion de couper 5 parcelles la première année et 4 parcelles la deuxième année. Et chaque parcelle a une longueur de 20 mètres et une largeur de 10 mètres. Et sont coupés à ras le sol. Avec la régénération naturelle, on a laissé dans chaque parcelle 4 pieds qu'on appelle les semenciers. Ce sont ces semenciers qui vont essayer de régénérer la place qui a été complètement coupée. Et à partir de là, nous avons commencé à faire l'évaluation de la mangrove qui est en train de régénérer dans ces parcelles. L'électrification du village est assurée grâce à l'énergie solaire. La distribution par quartier se fait à tour de rôle. Et à défaut d'un approvisionnement abondant du liquide précieux, les puits restent le dernier recours.
Diogan, la pittoresque que nous faisait découvrir notre reporter Ibrahim Andong, que vous retrouverez dimanche prochain, comme tous les dimanches, dans la rubrique découverte de la rédaction. Madame, Messieurs, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.